Un balado Radio-Canada audio. Alors, il y a de l'appétit, et passez-moi le jeu de mots, pour que l'on parle de poutine. C'était dans les questions. Vous vous souvenez, vendredi dernier, on a fait un YouTube Live. Vous en souvenez-vous? Oui. À peine. C'était marquant. C'est Ça a été c'est marquant flou. dans ma vie. C'est flou, mais une question récurrente On dans... était live sur Facebook, je pense. Le Facebook de Radio-Canada Non. Sport, de Il y a l'information. juste moi qui regarde des émissions de télé sur Facebook. Je suis une espèce rare. Ça n'a pas été populaire longtemps. Non. Mais, et là, de notre gourou des réseaux sociaux, David Rioux, me rappelle qu'il y avait un appétit pour qu'on parle de poutine. Alors, poutine, pro-poutine, anti-poutine. Tout le monde est pro-poutine. Pro-poutine. Mais là, on parle du mets. Là. On parle du... Oui, évidemment. On va spécifier. Évidemment, on parle... Oui. Merci. Ben C'est oui, de pro-poutine en il nous a... on découpe l'extrait, Spécifions quand même. on balance ça. Mais, Et, il y en aura évidemment, plus pas tout le tellement monde est manqué. pro-poutine. Là. Ça Non, existe non, mais pas. c'est une entrée en matière. Êtes-vous du genre... Martin, je devine que t'es classique. Je devine que tu veux rien mettre sur ta poutine. C'est la présomption que j'ai à ton endroit. La meilleure poutine au monde, la meilleure poutine que j'ai mangée dans ma vie, il y a un endroit à Terrebonne qui s'appelle Bière et compagnie. Ben là, Ah. C'était sûr que c'était à Terrebonne. Ben oui, Et- ça arrive nord, là où j'en les, doute. les J'en gens sont doute. de terre bonne humeur. Et ils font une poutine au bœuf braisé. Ah ah, Et, c'est pas pire. et oui. Et la sauce, Oh, oui. elle est vraiment extraordinaire. Oh, oui. Ah, oui. Oui. Mais là, tant qu'à être dans ça, Alex et moi, on est tombés dans la poutine de... Aide-moi, là. Petit poulet portugais, là. Voyons, Ah oui, on chez se- la Regarde poule que- mouillée. La poule On mouillée. va là tout le temps. La poule mouillée. Je sais pas de quoi tu Je sais parles. pas, j'étais pas là. Mon, Moi, à la mon- poule mon- mouillée. mon fils va toujours là. C'est assez spectaculaire. En face d'une ancienne, et là, on s'excuse, on va être montréalo-centriste, mais en face de ce qui était une institution de la poutine, qui a Mais je perdu pense de qu'il son était une lustre. institution parce qu'on était jeunes et Non, non. on allait là Non, souvent non, dans non, des en états... état d'ébriété. Ouais, non, c'est ben, non, moi, je suis allé ça. La dans plusieurs banquise, états. là, ça n'a jamais été si bon que ça. là. Il fut un temps, t'es peut-être trop jeune, mais il fut un temps où c'était à la hauteur de sa Bon, réputation. si on est dans Ça fait longtemps. les bons casse-croûtes pour les gens du nord de la ville, Bon, ça y est. en face de Tellement l'hôpital poutine. Sacré-Cœur, Vous savez que c'est mon rêve, moi. Paulo et Suzanne. Oui, ben oui, ça, c'est un classique. Ouais, mais il y a des gens qui ne connaissent pas. Alors, chez Paulo et Suzanne, c'est très, très bon. Puis, moi, tellement poutine, c'est mon rêve. Un jour, il y en aura un. Tellement poutine? Ouais, puis ça va être que ça. 50 minutes de poutine toutes les semaines. Mais toi, tu mets quoi dans ta poutine? Ben, j'allais dire, c'est ça. Si on veut être empirique, mon condiment préféré, parce que j'ai tendance à respecter la poutine classique, mais smoke meat. Smoke meat. Smoke Smoke meat. meat, hein. C'est le meilleur condiment à ajouter, je pense. pense que Tessera, oui. bœuf braisé, je vais vous Ben, c'est amener. tout bon. Ouais. Ben, tu sais, tu peux Canard mettre foie gras confit. aussi, là. Ouais, ouais. Ça sera pas, Les mauvais, gars. là. Ah, ouais. Ah, les gars ont de la classe. Et condiments à proscrire? Moi, j'ai connu, je relatais ça avec mes enfants pas plus tard que cette aubergine. semaine. Comment? Aubergine. Aubergine. Là, tu te forces. J'ai connu, alors que j'étais jeune, quelqu'un qui mettait de la mayonnaise dans sa Mais poutine. non, OK. t'as Ben pas, non. t'as pas connu ça. Ben non. Oui, j'ai vu Il n'y a, ça. rien qui me vient Et- comme, mettons, ananas sur la pizza, tu sais. Mais encore là, l'ananas sur la pizza, c'est pas impossible. Non, ça se fait pas. C'est pas impossible. C'est sacrilège, mais il n'y a rien qui me vient comme ça pour la poutine, mettons. Ben, Ça, ananas, c'est- je pense. Ananas sur la poutine. OK. Alors voilà, c'était, je pense, entre autres, Simon qui voulait qu'on parle de poutine. C'est fait. Merci, Simon, de m'avoir permis de réaliser mon rêve. Aujourd'hui, un nouveau commissaire dans la LHJMQ, un Mathieu Darche 2.0. Et que s'est-il passé à Tampa Bay? C'est tellement hockey, épisode 227. Avec notre chroniqueur principal au service des sports, j'ai nommé M. Martin Leclerc. Salut Martin. Bonjour, messieurs. Et notre Juste jour- avant de terminer l'autre présentation, oublie pas de présenter le gars qui opère le mont de charge, le mont de charge en haut, celui qui apparaît toujours dans notre C'est émission. comme le cinquième Déjà- Beatles. C'est le ça. quatrième mousquetaire. Oui, c'est ça. Les Pour gens, vrai, si on l'entend, je descends. Non, mais j'en fais la promesse. Si on entend Non, mais les le gens- lift reculer, je descends. Les gens En direct. s'y sont Ils attachés. sont attachés. Comme quoi, des fois, hein, la réponse n'est pas nécessairement là où on la trouve. Alors, oui, ce gars-là, OK. avec Martin Leclerc, ce gars-là, le gars du mont de charge et Accessoirement, notre conducteur affecté au mont de charge et notre journaliste affecté aux affaires du Canadien et de la LNH. C'est pas toi, le gars du mont de charge?
après cette Entre deux, présentation, je passe troisième après le gars du monde charge. En direct de notre studio non insonorisé. Ben, il y a des rideaux, là. Ouais, c'est bon. J'ai nommé Alexandre Gascon. Hey, salut! Ouais. Je m'appelle Alexandre Coupard. Ce soir, je trouve on a joué plus une game complète. On était plus dangereux. C'était un match excitant. Je pense je suis fatigué puis j'ai pas joué. Mais non, ça montre où est-ce qu'on est comme groupe. Tu sais, je pense qu'on montre qu'on peut jouer avec tout le monde présentement. Puis c'est le fun d'être dans cet environnement-là. Martin Saint-Louis, après le match contre les Hurricanes de la Caroline mardi soir, la question qui lui était posée concernait Pezzetta et Alex Belzile. C'est là que je m'en vais tranquillement. Mais c'est un sujet qu'on a déjà évoqué, ça, de l'importance d'avoir des joueurs de quatrième trio qui jouent avec des joueurs de quatrième trio. Je pense que c'est un peu ce que disait Martin Saint-Louis à propos de Michael Pezzetta. Puis il faut dire que dans ce match-là, cette quatrième ligne-là a marqué des buts, a été bonne, évidemment, là, mais c'est un peu l'histoire du match. Là. Je vous regarde tous les deux. Voilà, ça, j'aime ça faire ça. Je sème la confusion. C'est un beau postulat que tu as Merci. fait. C'est pas une question. C'est une analyse. Voilà. C'est l'histoire du match. Merci. T'as raison. On peut passer au prochain sujet. Alors, Prochain sujet. C'est une belle histoire, Belzile, quand même. Là. On en parlait hier sur la passerelle, Alex et moi, de voir un gars comme ça qui a joué plusieurs années dans la East Coast League, qui est arrivé dans la Ligue américaine, qui a réussi à gagner le respect de ses coéquipiers au point de devenir capitaine du club école du Canadien, puis qui a disputé des matchs dans la Ligue nationale au cours des dernières saisons, mais là, a trouvé, on dirait, une identité, une aise. Et c'est beau de le voir aller. 2 buts à ses 2 derniers matchs. Et il joue de façon pas compliquée, Alex Belzile. C'est de l'effort, c'est du jeu honnête tout le temps, en ligne droite. Puis c'est vrai qu'il y a une complicité avec Pezzetta. Pezzetta, c'est pas compliqué non plus, son style de jeu. Là. C'est le gars qui distribue le plus de mises en échec par 60 minutes de jeu dans toute la Ligue. Dans la Ligue nationale. Il s'implique dans le jeu. Puis quand ils sont sur la patinoire, ils se concentrent à garder la rondelle dans le territoire adverse, dans le fond de la zone adverse le plus longtemps possible. Quand il y a une occasion de tirer au filet, ils tirent puis ils prennent des rebonds. Ce ne sont pas des buts classiques d'une beauté extraordinaire, mais c'est au pic et à l'appel, mais ils marquent des buts quand même. Alors, c'est beau de voir ça. Moi, je trouve que l'histoire de Belzile, c'est une des belles histoires chez le Canadien cette année. Puis Pezzetta, on l'a vu dans les camps de développement du Canadien au cours des dernières... ça fait plusieurs années qu'on le voyait, là, puis c'est un gars qui aimait ça, jouer physiquement, mais on ne voyait pas un grand potentiel d'être devenu ce qu'il est devenu aujourd'hui. C'est quand même remarquable. Ce sont des gars qui se sont construits eux-mêmes, là. Alors, c'est le fun, c'est beau ces histoires-là dans le monde du sport. Je veux juste ajouter que sur le but de Belzile, qui est effectivement là, à la pioche et à l'appel, ça prend au pic, c'est ça, visiblement, moi j'ai jamais mis ça, des bottes de travail de construction, mais ça prend des habiletés là, parce que il récupère la rondelle un peu sur le revers, puis ça prend avec son patin exactement. Il y a aussi une petite touche là. C'est pas n'importe qui peut faire ça. C'est un gars qui était rendu à près d'1 point par match dans la Ligue américaine aussi, donc forcément ça prend des habiletés. Puis quand tu es sur le 4e trio, tu veux pas faire mal à ton équipe. C'est la base. Puis tu regardes ça, Michael Pezzetta depuis le début de la saison, malgré tous les coéquipiers qu'il a pu avoir. Il arrive kiff pour le jeu à 5 contre 5. 17 buts marqués par son trio quand il est sur la glace à 5 contre 5, 17 encaissés. Donc, il fait pas mal. Non, il fait pas mal. Il frappe, il peut arriver avec une présence physique, tout ça, déranger l'adversaire. Donc, il arrive sur la ligne de flottaison. C'est déjà pas mal. C'est bien là, pour un gars qui a continué à progresser, comme Martin le disait longtemps. Ça prouve à quel point, justement, le hockey est un sport à développement tardif, puis que c'est pas parce que tu as 24, 25, 26 ans que c'est terminé nécessairement. Alors, pour Pezzetta, c'est beau ce qu'il démontre. Et Belzile, c'est un peu la même chose. Quand il a marqué son premier but cette saison dans la LNH, il avait disputé plus de 500 matchs chez les professionnels. Et ça un peu partout. J'avais déjà fait la liste là, dans un autre texte à l'époque, mais hier, on le regardait rapidement. Il a joué à Gwinnett, en Alaska. Avec Gwyneth Paltrow. En Alaska, en Idaho, à Fort Wayne, à San Antonio, au Colorado. Il a écumé l'Amérique du Nord au complet. Là.
Et il s'est promené partout. C'est un bel exemple de résilience, de persévérance. Il cite encore Clément Jaudoin. Tu sais, hier, il citait Clément Jaudoin dans... Il cite encore Clémenceau. et Alfred de Musset. Mais non, mais hier, il dit souvent ça. Il l'a eu à Rimouski. Il l'a eu à Rimouski. Tout son stage s'est fait à Rimouski. Puis il dit souvent à Belzile, le gars de l'autre bord, il a 2 bras, 2 jambes. Tu sais, il dit ça souvent quand on le présente, on le place en confrontation avec Brent Burns, par exemple. Hier, il s'est retrouvé à se chamailler avec Brent Burns. Il y en a un qui est une vedette de la Ligue nationale. L'autre a une trentaine de matchs, ça a 30 ans. Tu sais, on n'est vraiment pas dans le même monde. Puis sa réponse, c'est toujours il a 2 bras, 2 jambes. Lui aussi, il a une rondelle sur la glace. Puis on se bat tous pour la même. Puis ça, il nous disait hier que c'était du Clément Jaudoin pur jus. Puis c'est une impression qu'il lui a fait, cet entraîneur-là, qui est durable, parce que ça fait 12 ans qu'il l'a eu environ. Là. Alors, il y a ces espèces de mantras-là qui se répètent souvent parce qu'il nous les communique pour justement peut-être enlever le fait là, qui permettent de comprendre un peu qu'avec cette mentalité-là, ben il n'est plus impressionné, il n'est plus vraiment impressionnable, même s'il a fait ses débuts dans la LNH, il avait 28 ans, je pense, quand il avait joué dans la bulle la première fois, qu'il a marqué pour la première fois à 31 ans, qui a à peine une trentaine de rencontres. Alors, c'est ça, c'est une super belle histoire d'un jeune homme persévérant. Là, vous étiez au Centre Bell hier, les deux? Oh, donc, ouais, vous ne regardiez pas le match, le reportage du match. Je ne sais pas si vous l'avez attrapé par hasard, mais à l'entracte, il a fait une excellente description de son propre but. Et ça aussi, c'est quand même remarquable. C'est rare que, tu sais, les gars, Marc Denis lui dit, on va regarder ton but ensemble. Et tout de suite, Belzile a pris la balle au bon, puis il a expliqué le jeu, tu sais, au lieu de, je sais pas, juste réagir. Puis il y avait aussi une formule intéressante en disant, tu sais, il y a beaucoup de joueurs de hockey qui aiment rester dans leur propre sillon, leur propre chemin, c'est-à-dire leur identité, la façon dont ils jouent, ils vont pas y déroger, dépendant de leur coéquipier, de leur compagnon de trio, peu importe. Il dit, moi, je me suis rendu compte que personnellement, ça m'était au moins autant profitable d'être bien conscient de mes coéquipiers que de juste jouer mon style de jeu. Puis avec Pezzetta, ça fonctionne. Là. Il dit, c'est simple. Je sais exactement ce qu'il va faire, puis ça marche bien. Donc, écoute, tout le monde a son importance. C'est ça que ça prouve, parce que c'était un match du mois de mars entre la 2e et la 27e équipe de la Ligue nationale. Ça aurait pu facilement être un massacre. Puis dans le fond, c'est la 27e équipe revenant d'un long voyage. Revenant d'un long voyage avec une pléthore de blessés. Quand on marche sur la galerie de presse puis qu'on arrive pour sortir proche des escaliers, on voit l'espèce de chambre mortuaire. Là, on se croirait aux urgences. Ils sont tous dans le corridor. Ils sont tous là. Ils sont 5-6 avec des attelles puis des donc. Pour vrai, ils sont tous là? Oh, oui. Ah ouais? Et alors, ça a l'air des figurants d'un film Robocop 5 avec les attelles qu'ils ont partout. Dans ce contexte-là, ça aurait été facile que ce soit un match sans aucune signification. Il n'y en a pas, mais je veux dire, en anglais, on va dire empty calories, là, parce que d'ici la fin de la saison, il reste 18 rencontres. Ça ne pourrait être que ça, mais par l'effort de Belzile hier, par l'effort de Pezzetta, ça a été un match serré. Puis les quelques joueurs qui sont importants pour le futur de cette organisation-là ont eu l'occasion de disputer un match accroché jusqu'à la fin contre une des meilleures équipes de la Ligue, puis ça, c'est pas perdu. La poutine, est-ce que c'est un mets à calories vides? Je pense que oui. Non, empty calories. Tu as écrit, je te remets tes écrits en pleine phase, des écrits récents, tu as écrit « Personne ne doute que Belzile soit destiné à retourner à Laval l'an prochain. » Tu as écrit ça? Ouais. Tu as écrit ça hier soir. J'étais fatigué. Non, mais c'est correct. Puis, tu as lu notre collègue confrère Lefrançois qui faisait un parallèle avec un joueur des Oilers dont le nom m'échappe, Derek Ryan. Oui, qui a commencé. Là, moi, je veux pas... Il a commencé avec les Flames il y a quelques saisons. Il est rendu avec les Oilers maintenant. Ouais. Et ce n'est pas une... je m'enligne pas là, sur une célébration d'Alex Belzile précisément. Mais tu disais, Martin, c'est une belle histoire. Moi, je trouve que ce serait pas gênant de l'avoir sur un 4e trio. Là, mais je vois pas, c'est ça. Je pense que c'est envisageable. Mais bon sang que ces histoires-là sont inspirantes. Et j'ai tout de suite pensé à Mathieu Darche. Ça fait beaucoup penser à Mathieu Darche. Et là, moi, j'ai zéro mémoire. Fait que là, je n'étais pas clair dans ma tête à quel moment est-ce que Darche s'était établi dans la Ligue nationale de hockey. Puis avant 31 ans, Darche avait joué 25 matchs dans la Ligue nationale de hockey. Il en a joué quoi, 250? Il en a joué 250 au total, dont 150... 250 piles? Oui. Wow. Ben, c'est plus facile. Tomber dessus. Ça m'aide. C'est facile à retenir. Et là-dessus, il y en a 150 de ces matchs-là qui ont été joués avec le Canadien sur 3 saisons, sur les 3 dernières saisons avant de prendre sa retraite. Puis, bon, tu sais, Darche aussi, c'était un gars brillant. Tu sais, ben, on vient d'établir que Belzile, il
comment dire, capable de faire, Ouais. capable d'expliquer deux, Il trois y a affaires du un peu plus vécu, il y a une compliquées. Ouais, maturité exactement. et tout, hein. Tu sais, moi, je trouve que c'est ça. Je vois là un genre de parallèle. C'est des gars différents, là, évidemment, mais je vois là des parallèles. Puis, comme tu dis, Martin, ça serait pas inintéressant. C'est peut-être pas inintéressant d'envisager ça pour l'année prochaine. Il faudra voir, là. Puis, je pense pas que c'est grave, là, qu'il soit là ou qu'il soit pas là, mais c'est certainement envisageable. Alors, Personne ne pourquoi doute. Non, ben moi, je doute. Toi, tu doutes. Moi, je puis, doute. ben, Pas personne. non, vous avez raison. Mais premièrement, il va falloir lui offrir un contrat parce que pour l'instant, il n'y en a pas. Donc, ça commence. C'est la première étape. C'est tellement pragmatique. Cartésien. Je veux pas être plate, mais il n'est pas sous contrat. Deuxièmement, est-ce que c'est André Richelieu qui anime ce balado-là? Exactement. Il n'est pas sous contrat. Deuxièmement, s'il continue comme ça, ça se peut qu'il se fasse réclamer au balotage un jour. Donc, il y a possibilité que Ouais. ce gars-là disparaisse. On ne sait jamais. Parce que là, si le Canadien le renverra pas, là, mais s'il le faisait, il passerait par Ouais, le balotage. Puis ça faisait assez longtemps. Mais est-ce que si Belzile signe un nouveau contrat, est-ce que ça dépend du contrat sur Non, la question du balotage? Non, à partir du moment où tu passes au balotage, c'est comme ça là, pour le reste. Non, mais je veux dire, il signe un contrat. Il fait le camp l'an prochain, il fait pas l'équipe, il est admissible au balotage. Exact. OK. Il va passer par le balotage. Mais à ce moment-là, tu as peut-être plus de chances de le garder parce que c'est la ça. période où tout le monde le fait, là, puis Ouais. tout le monde est pris Ouais. souvent sous le plafond. Mais quand même, c'est vrai que ce serait pas gênant de l'avoir au sein d'un quatrième trio. Il va falloir attendre de voir parce que cette équipe-là va tellement changer d'ici à septembre prochain. Là, mais avec un quatrième trio, un entraîneur il veut avoir une performance constante. Il veut savoir à quoi s'attendre match après match. Ces gars-là ne peuvent pas se permettre à un moment donné de disparaître. Puis, il est toujours là, Belzile. ouais. Cette constance-là, il la donne tout le temps. Moi, honnêtement, je pense qu'il est en train de faire la preuve qu'il Capable de jouer. Il est capable de jouer dans cette équipe-là. Puis ça va être encore une équipe en reconstruction la saison prochaine. Fait que, ce ne sera pas gênant de le faire jouer, honnêtement. Puis, est-ce que quelqu'un va me complimenter sur mon analogie avec Mathieu Darche? Oui, ben, je te l'ai dit, j'ai dit c'est une bonne comparaison. Non, mais vous pouvez me le redire. Ouais. Sauf que Mathieu avait eu des saisons incroyables dans la Ligue américaine. Ouais. C'était anormal qu'il n'ait pas obtenu un essai plus long dans la Ligue nationale avant de s'implanter avec le Lightning. Là, saison de 32 buts, 28 buts, 29 buts, 80 points. 35 buts, 80 points. À un moment donné, il faut que tu allumes. Et je me souviens, quand il avait signé son contrat avec le Lightning, au camp d'entraînement, John Tortorella avait invité presque personne. Il n'y avait presque pas de joueurs au camp d'entraînement du Lightning. Il avait dit, écoute, on n'a rien dans notre réseau de développement. Ça ne donne rien d'inviter des figurants au camp d'entraînement. Donc, il y avait c'était vraiment... Je pense qu'il y avait comme 35 joueurs au camp, là. Le Canadien en a 70 d'habitude. Oui. Et Mathieu Darche avait bien joué dans un des premiers matchs. J'étais là au camp à Tampa Bay. Ça, Mathieu Darche, dans un match intra-équipe, avait très, très bien joué. C'était un des 3 meilleurs joueurs sur la patinoire. Là. Puis j'avais posé la question à John Tortorella après ce match-là. Il avait dit, voyons donc, t'as pas posé de questions sur ces gars-là. C'est des gars de soutien qui vont jouer dans la Ligue américaine. Puis c'est ça. T'avais reviré de bord. Oui. Puis j'avais dit, écoute, c'est parce que c'est un de tes meilleurs joueurs sur la glace. T'as pas vu ça. Puis, tu sais, finalement, à la... Vous êtes battu, finalement. Non, on s'est pas battu. Mais finalement, il s'est taillé une place avec l'équipe. Il a joué 73 matchs. Puis ça lui a permis de jouer 4 saisons complètes dans la Ligue nationale. Donc, il faut... Si, comme athlète, tu joues depuis longtemps dans les ligues mineures et que tu ne gardes pas comme objectif de dire je vais me rendre dans la Ligue nationale, je vais monter quand même malgré mon âge, tu perds l'essence de ce que tu es finalement. Puis lui, il ne l'a jamais perdu, alors tant mieux. Puis dans les deux cas, on va clore là-dessus le sujet, les parallèles, mais c'est quelque chose dont on a déjà parlé, mais il y a une question de contexte aussi. Tu viens de dire qu'à Tampa Bay, ils étaient dans une année où il y avait comme de la place, il y avait presque personne au camp. Là, Belzile est dans un contexte aussi où est-ce que tout le monde est blessé. Pareil, exact. Ça lui permet de s'acclimater et
de trouver ses repères. Puis c'est super important. Puis c'est dans le cas d'un gars de 30 ans comme d'un gars de 18 ans. Oui. Puis c'est toi qui aurais dû écrire le texte hier parce que c'est oui, bon je cette analogie. dans ma zone. Oui. Je suis dans ma zone, voilà. Un mot sur les Hurricanes. Les Hurricanes que moi j'aimais bien, là, ils gagneront pas. Ben, j'ai dit ça moi aussi, puis c'est drôle, C'est on en parlait hier, puis j'avais dit, moi je les avais mis en finale dans nos, mais dans nos regarde, prédictions. oublie ça. Puis j'ai le même feeling que toi. Je les regardais aller hier, je dis c'est une bonne équipe, c'est une belle équipe, il leur manque quelque chose. Martin suggérait que c'était un petit peu de papier star sablé. power. Ah, de Star Power. De ok. superstar power. Superstar power. C'est ça, Ben là. ils ont beaucoup de bons joueurs. C'est une équipe. Sébastien C'est une équipe. Aho, Mais, Svechnikov. mais tu sais, Aho, c'est un très bon joueur de la Ligue nationale, mais c'est pas une super vedette de la Non. Ligue nationale. Et pour gagner la Coupe Stanley, je pense que ça prend des. Les Blues des l'ont super fait vedettes. sans super vedette. Ouais. Non, ça arrive, là. Pietrangelo. Pietrangelo, c'est une superstar de la Ligue nationale. Oui, probablement. D'accord, c'est bon. Puis, vous étiez-vous ennuyé de Jesperi? Non. Jesperi qui a été très drôle hier en conférence Ah de ouais? presse après match. Ah ouais, je sais pas, j'ai pas vu. Raconter ça. Oui, raconte-le. Moi, je trouve ça très bon. Ça- C'est rigolo parce que Catherine Harvey-Pinard était La journaliste de la presse, La ça. journaliste de la presse était là pour couvrir le volet Hurricanes de la chose. Et la presse fait attention, forcément. Tout le monde le sait. Catherine étant la sœur de Raphaël Ah, ben oui. Harvey-Pinard. Donc, elle ne se pointe pas dans le vestiaire maintenant que son frère est là, du Canadien. Là. Pour des raisons évidentes. Alors, elle couvre les Hurricanes. Et puis, juste avant que le scrum d'après-match, l'entrevue d'après-match commence, Jesperi lève la main et dit I've got the first question. Il dit est-ce que c'est ta face qu'on voyait sur l'écran géant du Centre Bell? Parce que la presse a toujours des pubs avec des bandeaux où ils présentent tous ces journalistes. C'est ta face. Il est en train de dire oui, c'est moi. Il dit le gars de l'autre bord, c'est ton frère. C'est ton frère. Est devenu cramoisi. Puis, oui, c'est mon frère. Je trouve ça fascinant que Ça, le gars très pendant fort. un match, Ben, la c'est Ligue fort. nationale est assis sur le banc, puis il a le temps de voir les publicités, le contenu des publicités. Puis, De se faire la réflexion, là. oui. Puis dire, OK, c'est le même nom de l'autre côté. Moi, ça me donne. Ouais, vas-y, continue. Mais écoute, j'ai une chose semblable, j'ai couvert le match des étoiles il y a longtemps à Dallas. Puis j'avais rejoint les joueurs qui participent au match d'étoiles ont un party après ça. Et puis je vais au party après le match. J'étais avec Éric Gagné. Puis on croise Martin Brodeur qui était gardien dans le match. Puis il voit Éric Gagné, il dit « Hey, je savais que tu étais là, je t'ai vu, tu étais assis dans telle section, dans tel siège. » Pendant le match. Ouais, ben là, c'est un match des étoiles. Ouais, mais Martin était détendu. Je suis sûr Ouais, que même dans Martin, un il match... était, Je ouais. suis sûr que même dans un match régulier, mais parmi la foule, il avait eu le temps de dire « Ah! » Puis connais il ce avait gars-là. noté, pas juste dire « Je l'ai vu, ouais. tu étais assis dans telle section, Ouais, après telle section, dans telle rangée. » J'avais trouvé ça « wow! » Alors, Ben, Kotkaniemi, donc... Mais je l'ai dit, s'il il- passait il est moins de très temps relax. à faire des liens entre ce qu'il voit sur le billboard puis ses chandails des joueurs adverses, peut-être que son jeu, il est peut-être pas concentré sur les bonnes affaires. mais peut-être il va bien vers le temps qu'il court. Oui. Peut-être que Raphaël, il tapait ses nerfs aussi. Puis là, il y avait Harvey Pinard d'en face. Puis il a dit mais voyons, c'est quoi cette affaire-là? Il a ramassé un peu de français du temps qu'il était. J'ai trouvé ça très, très drôle. Non, mais c'est des bons points. Des points sympathiques. Il était quand même sympathique, Kotkaniemi. Oui, Tu sais, absolument. on l'a côtoyé pas si longtemps, finalement. Puis c'est un petit gars qui en faisait pas mal à sa tête. Là, mais On s'entend. c'était un jeune homme sympathique quand il est Puis, arrivé. tu sais, avec l'offre qu'il a reçue, tu sais, Ouais, moi, je l'aurais accepté. c'est ça. Il aurait été bien fou de s'en priver. Question du public, réseaux sociaux. Question du public, réseaux sociaux. Quand on met la version courte du thème, j'ai pas le temps de me désaltérer. Je passe le mot, là. Vas-y, je passe tu le peux mot y en aller. régie. On demandait à nos auditeurs et nos auditrices, et enfin tous ceux et celles qui suivent les plateformes de réseaux sociaux de Radio-Canada Sport, cette semaine, on leur demandait, c'était une question en lien avec le bilan médical du CH, parce que ça aussi, on en a déjà parlé, mais ça retient, c'est un peu ça qui retient l'attention par les temps qui courent. Et je vais trouver le libellé exact ou pas. Mais on a eu quelques réponses intéressantes parce le libellé exact était « Qu'est-ce qui ne fonctionne pas avec l'équipe médicale du Canadien? » Bon, c'est moi qui est l'auteur de la question. C'est peut-être pas ma meilleure, ou enfin, elle n'est peut-être pas bien écrite, mais quelques réponses qui ne sont pas inintéressantes sur le book d'abord.
Richard dit il serait temps qu'on regarde de ce côté et de celui des préparateurs physiques. Ça revient. Il y a peut-être une piste là. Parce que, enfin, jamais vu une équipe aussi éprouvée pour si longtemps. Bon, Anthony dit vous croyez que c'est la faute de l'équipe médicale si les joueurs sont blessés? Drôle de question. Je sais pas. Enfin, c'est la faute à quelqu'un. Il y en a tellement qu'on peut se demander si c'est pas la faute de quelqu'un. C'est plus qu'une coïncidence. Ouais, disons ça comme ça. Puis Junior, sur le book, dit on s'entend que si on était en haut du classement ou en pleine course aux séries, il y aurait beaucoup moins de matchs manqués par les joueurs qu'en ce moment. C'est sûr qu'il y a une relation. Arnaud, contrôle et suivi médical, préparation physique, elle devrait tout faire pour préserver et garantir la bonne santé du joueur. C'est ce qu'on se dit. Puis Alain note que je ne sais pas, mais année après année, il y a énormément de blessés. C'est bizarre, on est d'accord. Jack, sur le Twitter, peut-être que le Dr Mulder est dû pour la retraite. Oui, ça revient quelquefois. Est-ce là. qu'il est encore là, le Dr. Oui, il est Mulder? encore là, oui. Est-ce que c'est de l'agisme, ça? Parce que oui, mais ça revient quelquefois. Tout ce que je sais, c'est que je ne c'est sais lui le rien, il patron. l'a dit Non, aussi. c'est lui le patron. On pointe le patron du département médical, j'entends. On pointe le patron du doigt. Nicolas, une bonne blague. Est-ce qu'ils sont payés à l'heure ou à l'acte? C'est bon. Puis, Malenfant Pierre qui dit on devrait faire appel au meilleur de la profession, soit le docteur Marcus Wilby ou le docteur Doolittle. Il était bon, Dr. Doolittle. C'est celui qui parle aux animaux, ça? Oui, exact. Je n'étais pas sûr. Puis, vous savez qu'on fait un petit sondage sur le Tube depuis quelques semaines. Alors, sur YouTube, qu'est-ce qui ne fonctionne pas avec l'équipe médicale du CH? 25 disent la préparation, 41 disent la malchance, donc c'est la majorité des réponses. 15 le diagnostic et 18 le retour rapide. Digérez-moi donc tout ça. Ben, là, ça fait 2 ans que le Canadien est le champion toute catégorie des blessures, là, du nombre de matchs manqués par ses joueurs en raison de blessures. C'est sûr qu'à la base, il y a une coïncidence, il y a du hasard là-dedans, c'est clair, mais je pense que c'est suffisamment inquiétant pour que la direction du Canadien se penche là-dessus sérieusement, parce qu'il y a aussi eu, en apparence du moins, de mauvaise façon de gérer des rééducations et des retours au jeu là, qui ont été précipités. Pensez à Gallagher, par exemple, qui a joué 3 matchs, qui a dû partir par la suite. On a laissé Cole Caulfield jouer sur une épaule blessée. Je comprends que le gars voulait continuer, mais il faut le protéger de lui-même. Là. C'est ton meilleur marqueur. Il a 22 ans. Il va être là pour une décennie. C'est d'une importance capitale. Puis après une luxation de l'épaule ou enfin une épaule séparée, là, peu importe, qui n'annonçait rien de bon et puis qui pouvait mener à des déchirures plus importantes et tout ça, il a quand même continué à jouer pendant presque 2 semaines. Donc ça aussi, là-dessus, on a un problème. Kaden Goulet revient au jeu après 8 semaines exactement, 8 semaines comme il nous l'avait annoncé, alors que maintenant l'équipe médicale nous communique à peu près plus jamais de délai, parce que de toute façon, ils ne respectent pas. Dans le cas de Goulet, c'était pile poil dessus, après 8 semaines, de retour au jeu. 2e ou 3e match à son retour, 3e match, je pense. Mise en échec solide, mais comme il y en a tant là, dans un match de hockey, là, sur l'épaule ou le bras, puis il repart immédiatement. Est-ce que ce n'est qu'une coïncidence? Est-ce que c'est lié à son ancienne blessure? Il y a suffisamment de cas d'espèce pour qu'on les additionne, qu'on s'inquiète, puis qu'on se demande justement, depuis le départ de Pierre Allard, il semble y avoir une recrudescence. Est-ce que ça a un lien? Est-ce qu'avec... La ligne de démarcation est assez nette là, avec le départ de Pierre. Je lui ai parlé à Pierre Allard il n'y a pas si longtemps, là, justement, puis je suis allé un peu là-dessus, puis il ne voulait pas trop rentrer. Évidemment, c'est Adam Douglas maintenant qui a repris, à ne pas confondre avec Nicholas, qui lui est au département de... Adam Nicholas, OK. Et non pas Nicholas Douglas, ça venait mêlant. Non, Adam Nicholas, qui lui Douglas est au développement des joueurs. Ouais. Adam Douglas, qui est l'espèce de directeur sport et sciences, qui est un ancien de Hockey Canada, qui a fait affaire avec les équipes nationales, tout ça. À chaque fois qu'on va nommer Hockey Canada. Pour qui Pierre Allard avait que des bons mots, là, honnêtement. Ouais. Donc, c'est lui qui est là depuis ce temps-là. Mais embauché par Bergevin. Oui. Oui, parce que Pierre, oui. Mais il y a une ligne de démarcation qui est très nette. Encore là, est-ce que c'est une coïncidence? Peut-être, mais il y a assez d'éléments pour que ça doit être ausculté. Ça doit être ausculté en profondeur. Alors, ça se peut que ce soit les données qui soient moins précises puis qu'on soit moins apte à cibler l'entraînement et la charge de travail de chaque individu par rapport à ce qu'on faisait avant. Peut-être que c'est le cas. Donc, la préparation physique est peut-être remise en cause. Peut-être que c'est ça, la rééducation,
le processus de retour au jeu n'est pas à point. On a précipité des trucs. On a peut-être eu des erreurs de jugement, comme je le disais, quand on a laissé Caulfield continuer à jouer. Alors, il y a plusieurs couches à tout ça. Il va falloir démêler, dépoussiérer. C'est très complexe. Ouais. Si un joueur se fait casser un pied en bloquant un tir, ça n'a aucun rapport avec la préparation physique. Donc, il faut que tu regardes le type de blessures qui sont subies. Qu'est-ce que tu peux faire? Est-ce que ce sont des choses que tu peux prévenir avec la préparation d'avant-saison ou des choses comme ça? Et c'est pas évident à déterminer ça, mais le nombre de... Moi, ce qui m'interpelle beaucoup, c'est le nombre de cas de joueurs qui se sont blessés après avoir été traités. Normalement, tu es supposé être remis à neuf là, quand tu retournes au jeu, d'être complètement rétabli. Puis si tu te reblesses tout de suite après, c'est parce que c'était un signe. Puis là, je pense la masse critique est devenue tellement élevée. Je pense qu'on est rendu à un point où le niveau de confiance des joueurs envers le système de l'organisation, préparation physique et traitement, équipe médicale, tout ça, doit être assez bas. Alors là, je pense que ça s'est rendu tellement gros qu'ils n'auront pas vraiment le choix à la fin de l'année de dire là, on va partir dans une nouvelle direction parce que quitte à téléphoner à Pierre Allard et lui offrir un pont d'or pour qu'il revienne, je pense pas que ce serait ça. Je pense qu'il a l'air à aimer sa nouvelle aventure. Qu'est-ce qu'il fait? Il est entraîneur en Allemagne. Adjoint à Berlin. Oui, c'est ça. Mais c'est ça, mais là, il s'occupe. Il a plus les mains directement sur le terrain. Ouais, donc, il ne semble pas vouloir revenir en arrière. Ouais. Mais c'est rendu tellement gros à un moment donné. 2 saisons comme ça parmi les équipes les plus blessées de la Ligue nationale. 2 saisons consécutives. Puis il y a les cas individuels de chaque joueur aussi. Un gars comme Brendan Gallagher, par exemple, il est revenu, il disait « Je vais avoir le temps de rebâtir mon corps durant l'été. » À la fin de la saison dernière, il disait ça « Je vais revenir, je vais reprendre là où je vais retrouver mon niveau de jeu, tout ça. » Il est revenu, il n'avait pas son niveau de jeu. Il s'est blessé encore, il est revenu, il s'est blessé à nouveau, mais est-ce que c'est de la faute de l'équipe de préparation ou c'est parce que c'est un gars qui a tellement de kilométrage ou qui est arrivé au bout du rouleau? Fait que, si tu regardes individuellement, il y a peut-être une explication pour chacun, mais le tout fait en sorte que c'est devenu énorme. C'est inquiétant. Ouais. Non, puis de la façon dont travaillent Gorton et Hughes depuis qu'ils sont là, ça me paraît comme puis tu sais, Hughes, il en avait été légèrement question dans son bilan de mi-saison, puis il avait donné comme exemple que l'année dernière, il y avait eu beaucoup de blessures au dos, je pense, qu'il avait dit. Puis il avait dit ça, on en avait vraiment plus que la moyenne dans la LNH, puis... c'est les sièges dans l'avion. Ça a fait en sorte qu'on a froncé les sourcils, tu sais, en se posant la question, est-ce qu'il y a un problème qui est spécifique à notre équipe? Alors, elle est bonne ta joke. J'essayais de l'éviter, mais quand ça fait 4 fois que tu as fait, elle est bonne ta joke. Mais ça pour dire que je pense qu'ils vont s'y attaquer pour vrai là, cet été. J'espère, en tout cas. Well, as coaches, you got to put your team in the best position to win, and 99.9% of the time, those guys give us the best chance to win when they're on the ice. We just felt in the third period they weren't giving us the best chance to win, and this team's been unbelievable for a decade, and you take the 3 finals. Well, there's a reason a lot of that's happened. We have a set of standards here that everybody adheres to, and it's not pick and choose. It's everybody, and so it's how it was for today. And like I said, those guys are an extremely important part of our team. But for 20 minutes tonight, it was thought the other guys could get it done, and you know what? They almost did. C'est l'histoire de la semaine dans la LNH. Rien n'allait plus parce qu'ils ont gagné hier contre les Flyers, mais rien n'allait plus à Tampa Bay. Les défaites s'accumulaient. Puis samedi dernier, John Cooper, qu'on vient d'entendre, a gardé au banc pour toute la 3e période Steven Stamkos, Nikita Kucherov, Braden Point. Et ce qu'on vient de l'entendre dire, c'est qu'évidemment, ces gars-là, il dit que dans 99,9% des cas, ces gars-là nous permettent de gagner ou nous aident à gagner. Mais là, Cooper avait le sentiment qu'il y avait de meilleures chances avec d'autres joueurs. Puis il dit c'est une grande équipe. On a une grande équipe ici depuis près d'une décennie. C'est parce qu'on a des standards élevés. Ces 3 gars-là y ont contribué. Mais tu ne peux pas choisir tes moments pour donner ton effort constant. Puis tout le monde doit être responsable. Moi, j'ai
bon, pour les besoins de production de l'épisode, je suis allé voir le point de presse tout à l'heure, puis j'étais content de retrouver ce John Cooper cérébral et comment dire, que tu dis, ce gars-là est brillant. Mais, Il n'y a pas beaucoup d'avocats qui dirigent des équipes de la Ligue non, c'est ça, nationale. exactement. C'était un beau plaidoyer qu'on a. Oui, c'était bien expliqué. Oui. Mais quand j'ai lu que ce qui s'était passé, je me disais, est-ce que John Cooper est en train de l'échapper? Je ne dirais pas ça aujourd'hui, mais reste qu'il il doit y avoir plusieurs personnes qui se sont posées la question cette semaine. Ouais. Écoute, c'est un sujet très intéressant. Ça, j'aimerais ça entendre John Cooper parler de ça dans 5 ans dans un conventum d'entraîneurs pour dire qu'est-ce qui s'est passé, quelle était sa réflexion. Mais premièrement, John Cooper, c'est l'entraîneur qui a le plus d'ancienneté dans la Ligue nationale de hockey. Et tu ne peux pas cumuler autant d'années d'ancienneté derrière le même banc dans la Ligue nationale si tu n'as pas un groupe de leaders extrêmement forts, extrêmement responsables, qui ont des standards très élevés. C'est eux, ce sont les leaders de ton équipe qui contrôlent ce qui se passe dans le vestiaire, puis qui poussent leurs coéquipiers, puis qui travaillent de concert avec l'entraîneur. Mais quand tu as des standards élevés comme ça, il avait parfaitement raison, John Cooper, là, tu peux pas faire des exceptions parce que tu échappes ton équipe au complet. Là. Mais habituellement, les entraîneurs sont plus patients avec leurs joueurs vedettes. Je me souviens, en 2019, Cooper avait cloué au banc pendant une période au complet Nikita Kucherov au mois de décembre, pas loin de la mi-saison. Puis Kucherov n'avait pas un très bon début de saison. Il y avait 11 buts, je pense, arrivé à la mi-saison. Plus 2, plus 3. Puis à partir de ce moment-là, Kucherov s'était repris en main. 22 buts dans la deuxième moitié du calendrier. Et Nikita Kucherov était le détenteur du trophée Hart à ce moment-là. Là. C'était le détenteur. OK, donc saison 2019-2020. C'est ça. C'est ça. Saison qui a été interrompue par la pandémie. C'est ça. Et ils ont gagné leur première Coupe Stanley. J'allais dire comment ça s'est fini, parce que je pensais 2019. Puis ils ont été balayés par les Jackets, mais c'était l'année d'après. C'est ça. Alors, ils ont gagné la Coupe Stanley. Après ça, et tu sais, Kucherov, je pense, avait réagi comme un athlète, comme un leader, puis comme un athlète responsable. Mais si l'histoire de Kucherov, il y a 4 ans, était une bombe, Cloué était 3 meilleurs joueurs au moins pendant une période, c'est l'arme atomique. C'est majeur, ouais. Et on s'entend, l'entraîneur qui a de l'expérience n'arrive pas avec cette solution-là en 5 minutes, là, après avoir été insatisfait d'une période. C'est parce qu'il y a quelque chose qui bouillait depuis un bout de temps. Et là, il a décidé vraiment d'affirmer que c'était intolérable comme situation. Et il y a beaucoup de gens qui se sont inquiétés parce que le lendemain de ce match-là, le Lightning a perdu 5-3 contre les Sabres de Buffalo. Dans ce match, les joueurs ont été cloués au banc. Le lendemain, défaite de 6-0 contre les Hurricanes de Caroline. 4 tirs après 2 périodes de jeu. Aucun tir en deuxième période. Et là, les gens se sont dit, bon, ben Cooper a perdu son équipe. Moi, je pense qu'il y a trop de leadership dans cette équipe-là et les joueurs sont conscients que leur fenêtre pour continuer à avoir du succès ne s'étendra pas encore pendant 5 ans. Ouais. Ils sont dans le dernier droit de la saison. Et ce sont eux qui sont porteurs des hauts standards de l'équipe. Je pense qu'ils vont réagir et qu'ils vont corriger la situation, mais ça prend beaucoup de courage dans la Ligue nationale d'aujourd'hui avec il faut le dire, ce sont des enfants gâtés, des petits princes, les joueurs. On voit jamais ça, là, un entraîneur qui garde son ses premier 3. trio. Ouais, puis en plus, t'en as de la grosse vedette là, à Tampa. Ouais, mais ça montre à quel point les standards sont élevés et si tu veux maintenir une culture, tu ne peux pas commencer à faire des exceptions parce que tu vas l'échapper. Alors, c'est peut-être... Là, pour l'instant, ça peut sembler inquiétant pour Cooper, mais j'ai hâte de voir l'effet que ça va avoir au bout du compte sur cette équipe-là. Moi, je le sais quel effet ça va avoir, mais je vais te laisser Ils vont gagner la coupe. Ben oui. C'est le moment. Comment dire? C'est le temps, là. C'est le temps d'avoir des motons dans les patates pilées. On a déjà condamné John Cooper avant, particulièrement après sa défaite en 4 matchs contre les Jackets il y a quelques années. On a dit l'année dernière, moi le premier, je pense, que le Lightning était fatigué. Ouais. On a dit ça durant la saison l'année passée, qu'il y avait de l'usure mentale, que c'était éreintant, épuisant pour toutes sortes de bonnes raisons, puis qu'on les sentait au bout du rouleau. Puis là, je vous fais le prêche, là, puis il me semble que je me réentends dire exactement la même affaire. Je me trouvais bon à l'époque, puis là, je me trouve niaiseux d'avoir dit ça. Parce que, et là, pour une fois, j'ai peut-être appris ma leçon.
On ne peut pas écarter cette équipe-là. Je pense qu'on ne peut pas non plus dire que John Cooper a perdu son vestiaire ou que l'entente n'est plus là. Martin l'a dit, là, c'est une équipe qui sait comment gagner, qui est parvenue à maturité. Ils savent que c'est maintenant que ça se passe, puis ils n'ont probablement pas le goût là, de repartir à zéro avec quelqu'un d'autre là, rendu à ce point-ci de la saison. Alors, je pense pas qu'ils soient dans le trouble, honnêtement, même si c'était une décision plus qu'audacieuse, là, majeure, vraiment. Je pense pas qu'on en soit là encore. Je serais bien plus inquiet par l'absence de Victor Edman, là, qui s'est blessé dans le match contre les Hurricanes, qui n'a pas joué hier. Eric Chernak aussi est blessé. Chernak, c'est ça. Ils ont déjà une défense qui est un petit peu maganée. Dans le cas d'Edman, on dit que ça devrait pas être trop long, mais bon, les pronostics peuvent changer, alors il faudra surveiller ça. Mais ça m'inquiéterait davantage, là, tu sais. Alors moi, je vais pas rayer de la carte le Lightning en partant. Puis, tu sais, ça aussi, on en parlait sur la galerie de presse, visiblement. On se fait des répétitions. On se fait des générales avant de. C'est ça. C'est pour ça que vous êtes bon comme ça. Oui. Puis, Martin disait, tu sais, c'est bizarre, entre guillemets, parce qu'on en arrive au point de la saison où l'entrain, l'enthousiasme devrait revenir. Tu sais, on voit la ligne d'arrivée, puis on sait que les séries s'en viennent et tout. Puis, c'est vrai, mais d'un autre côté, le Lightning sait qu'il va jouer contre les Maple Leafs de Toronto depuis 3 mois. C'est l'affrontement là, qui est réglé au quart de tour depuis le plus longtemps dans la Ligue nationale. C'est clair pour les deux équipes. On se prépare en fonction de cet adversaire-là. Donc, peu importe ce qui va arriver, là, c'est sûr que ça va finir de même. Il n'y a pas vraiment d'enjeu. Même si on arrive dans le dernier droit et qu'il leur reste moins d'une vingtaine de matchs maintenant, là, ça se peut là, que ce soit par moment un peu difficile d'aller chercher toute cette motivation intrinsèque là, mais je ne serais pas inquiet. Ça va être une excellente confrontation de premier tour quand ça va arriver. On verra à ce moment-là, là, mais c'est pas... non, j'en suis pas encore inquiet, ni pour John Cooper, ni pour le Lightning. Et c'est dommage pour Benoît Groulx qui attend dans l'antichambre depuis si longtemps. Puis d'ailleurs, je parlais avec un de ses amis, un ancien entraîneur de la Q récemment, qui disait que Benoît a commencé à trouver le temps là, dans la Ligue américaine. Puis pas qu'il veut prendre la place à Cooper nécessairement, mais il y a beaucoup moins... Accéder à la Ligue nationale. Accéder à la Ligue nationale, et il y a beaucoup moins d'ascension directe comme on le voyait. Tu sais, il y a des modes un peu là-dedans souvent. Là. C'est, à une certaine époque pas si lointaine, c'était pas mal... la ligne directe là, de communication entre la filiale de la Ligue américaine. Tu allais piger soit dans ta filiale ou dans celle de quelqu'un d'autre et tout. Là, il y en a peu des... Vous ferez l'exercice, là, je me rappelle plus du chiffre exact, mais il y en a peu des entraîneurs actuels qui ont suivi exactement cette ligne-là. On va en chercher des fois à l'université, un peu partout ailleurs. André Tourini était... Au niveau Bantam. Bantam, chez les Bantam, chez les Pee-Wee, chez les juniors. Donc, et Benoît commence à trouver le temps long. J'ai su ça, là. Il aimerait ça que... Il est tanné de Syracuse. Pour y être allé quelques fois, on peut le comprendre. Une fois que tu as mangé aux Past Abilities, est-ce qu'ils ont de la poutine? Il reste plus grand. Pas aux Past Abilities. Il y en a peut-être à quelque part. Oui, ben donc, c'est ça. Et ça risque, tu l'as dit, d'être un affrontement de très, très haut niveau. Non, mais ce que je voulais ajouter, c'est que ce que j'ai lu aussi, c'est que dans cette défaite-là de 6-0 contre les Hurricanes, le lendemain, Kucherov n'avait pas été mauvais. Là. Ça avait été un des rares, même, et peut-être Point ou Stamkos, là, mais que c'était pas... Ce manque de pétillant, ça venait pas nécessairement de ces trois vedettes-là. Bon, la Q a un nouveau C. Pas très bon. Est-ce qu'on peut recommencer? Non, mais... Écoute, il y a eu une trentaine de minutes de ce que j'ai cru comprendre là, entre l'annonce du départ de Gilles Courteau dimanche, puis dans le Journal de Québec, on disait que ce serait Mario Cecchini qui serait son successeur. Puis enfin, je trouve que moi, ça commence bien mal, là, je trouve, comme nouveau règne, mais ça, comme je sais que les collègues ici essayaient de faire confirmer cette information-là auprès de la Ligue de hockey junior majeur du Québec. On leur a dit non, puis ça va prendre encore plusieurs jours. Puis évidemment, 36 heures plus tard, ils confirmaient par voie de communiqué que ce serait Cecchini, que je ne connais pas, mais qui a un profil. Regardez, c'est ça. J'ai pas besoin de faire un commentaire, puis je dis pas que c'est mieux. Mais Gilles Courteau a fait carrière toute sa vie dans le hockey junior avant de devenir commissaire. Puis Cecchini arrive un peu de complètement ailleurs. Comment vous voyez cette nomination-là? Avez-vous l'impression que ça s'est fait vite, même si apparemment qu'il y avait une liste et que le processus était déjà commencé parce qu'on savait que M. Courteau prendrait sa retraite dans 1 an? Puis je ne sais pas, aviez-vous d'autres candidats en tête? Qu'est-ce que vous pensez de cette nomination-là? Martin? C'est difficile
juger de la nomination parce qu'on ne connaît pas la liste. On ne sait pas qui figurait sur la liste pour être nommé commissaire de la Ligue de hockey junior majeur du Québec. Ce que je trouve intéressant de cette nomination-là, justement, c'est que Mario Cecchini arrive de l'extérieur du hockey junior, donc va pouvoir poser un regard neuf là-dessus. Mais est-ce que c'est le milieu qui va l'absorber ou lui qui va... se fondre? C'est ça. Ou est-ce que c'est lui qui va influencer? Qui va être en mesure de le réformer. C'est ça, exactement. Ça reste à voir. Mais ça, historiquement, ça a toujours été des gens qui étaient issus du monde du hockey junior qui prenaient le contrôle des ligues. À travers le Canada, c'est comme ça que ça s'est fait. Donc, c'est ça. J'ai hâte de voir comment Mario Cecchini va le faire. Puis, c'est quelqu'un qui a fait carrière presque toute sa vie dans le monde des communications, gestionnaire de stations de radio et tout ça. Petit séjour comme président des Alouettes, mais qui est un milieu totalement différent. C'est le milieu sportif, mais c'est totalement différent. Alors, tu sais, donc, il arrive là avec beaucoup d'apprentissage à faire sur son nouvel environnement, mais en même temps avec un regard neuf. Alors, il va falloir voir. Et c'est un milieu difficile à faire progresser parce que, bon, quand tu es commissaire, tu es l'employé des propriétaires, 18 propriétaires qui ne sont pas nécessairement tous progressistes de la même façon. Puis en plus, tu es attaché à la Ligue de l'Ouest et la Ligue de l'Ontario. Il faut qu'il y ait une certaine uniformité entre les trois ligues et ces ligues-là sont pas... On s'entend, le progrès, généralement, ne vient pas de ces ligues-là. Donc, c'est ardu. Il y a un aspect politique important là-dedans. Il faut être capable de manœuvrer puis de faire déplacer un paquebot. Des fois, faire tourner un paquebot, ça prend du temps. Alors, il faudra voir ce que ça va donner. Non, mais c'est un bon point, ça, les deux. Parce qu'évidemment, tu as tes propriétaires là, qui sont tes employeurs, mais c'est vrai que de gérer avec les deux autres ligues, c'est non négligeable, puis ça va nourrir la suite de notre conversation. Mais Alex, tu oui et non, mais dans la mesure où la nomination s'est faite très rapidement, donc en espérant que le procédé avait été bien conduit à l'origine, parce que vendredi dernier, M. Courteau disait à sa gang, à sa garde rapprochée au bureau de la JMQ qu'il avait l'intention de se battre. Il est parti se reposer en vacances en Floride, rejoindre sa famille pendant le week-end, puis très peu de temps après avoir visiblement pris le temps d'en discuter avec ses proches, avec sa femme, tout ça, il a décidé que ça valait plus la peine de continuer à se battre puis de s'accrocher. Donc, ça a été un revirement de situation extrêmement rapide. On a informé les gouverneurs samedi soir, puis dimanche matin, avec la firme de relations publiques TACT, ils se sont mis à élaborer une stratégie de communication. Alors, est-ce que c'était nécessaire, impératif de tout de suite nommer un autre commissaire où il y aurait pu avoir ce moment de flottement? Si le processus avait été mené diligemment et complété et qu'on se sentait très à l'aise avec le gars, visiblement, moi, j'ai pas de problème avec ça, là. D'un autre côté, si on a accéléré les choses justement parce qu'on était dans une situation de crise puis qu'on voulait pas qu'il n'y ait pas de capitaine à bord pendant un bout de temps et puis qu'on a devancé, ça, on l'a devancé certainement, mais qu'on a peut-être escamoté un bout du procédé pour nommer un commissaire, ben là, à ce moment-là, j'aurais plus de problèmes avec ça. On le saura pas vraiment. Tu l'as dit, oui, il y avait une liste de candidats. On savait depuis décembre que Gilles Courtois allait partir en mai 2024. Il y avait des gars qui avaient été rencontrés, des entrevues étaient déjà en cours depuis un moment, des gens de la Ligue, des gens de l'extérieur. Juste des gars? Je sais pas si c'est juste des gars. Je connais 3 candidats, mais je ne sais pas pour le reste. Et puis, donc voilà. Alors, si ça avait été bien fait et qu'on était déjà à l'aise et qu'on était déjà... Parce que ça ressemblait à ça. Ça a été tellement rapide que je me dis, ils devaient déjà connaître leur choix. Puis si c'est ça, ben c'est correct. Puis comme Martin dit, ben on laissera la chance aux coureurs. On verra s'il sera en mesure d'apporter des réformes intéressantes, tout ça, ou s'il va se faire absorber par la machine. Mais pour le reste, c'est vraiment dans la nomination et dans la façon dont les choses ont été faites. J'espère que ça a été fait dans l'ordre puis qu'on a pris le temps de bien y penser puis qu'on n'a pas juste... qu'on n'a pas été dans la précipitation en raison de l'urgence de la situation. Puis l'autre gros élément de nouvelles en provenance de la Ligue de hockey junior majeur du Québec, c'est que finalement, les bagarres vont être abolies. Puis c'est là que je veux faire le lien avec les deux autres ligues. Parce que je m'écoutais parler en meeting au travail hier, puis je disais, vous ne verrez jamais ça dans la Ligue de l'Ouest ou dans la Ligue junior de l'Ontario. Est-ce que pensez-vous que le Québec va être précurseur dans ce sens-là?
ou que effectivement j'avais raison. Je pense que ça va prendre plus va Ouais. prendre plus de temps dans l'Ouest et en Ontario. C'est une autre vision du hockey, c'est une autre culture. On le voit juste par rapport à la réaction. Ouais. C'est ça, il y a ça, ce parallèle-là à faire aussi. Suite à la publication du jugement, la décision de la Cour supérieure de l'Ontario sur les initiations et les mauvais traitements donnés aux jeunes joueurs. Il n'y a pas eu de Dans commission parlementaire là-bas. Dans le reste du pays, il n'y a pas eu beaucoup il n'y a pas eu beaucoup de gens qui ont froncé les sourcils par rapport à cette histoire-là. Mais je pense que les gens de l'Ouest de l'Ontario vont voir ils continuent à jouer au hockey pareil au Québec. Là, puis il n'y a personne... C'est la même chose avec la mise en échec qui était intégrée plus tard. Puis on disait au début du Québec que les gars ne seraient pas capables de les encaisser, puis tout ça, puis qu'ils n'apprendraient pas à se faire frapper. Puis finalement, tout le monde a bien vu que... Puis il y a eu des années aussi où les joueurs de la Ligue de hockey junior majeur du Québec jouaient avec un protecteur facial complet. Puis ça fait causer un problème. Tout le monde disait que les joueurs du Québec ne se feront pas repêcher. Les recruteurs ne pourront pas évaluer leur talent ou leur courage comme il faut. Et tout ça, le Québec avait reculé là-dessus. Mais sur les bagarres, honnêtement, les Suédois n'ont pas besoin de se battre durant leur processus de développement avant d'arriver chez les professionnels, les nord-américains. Donc, ça, les Suédois, les Finlandais, tous les Européens, les Américains, les universitaires américains ne se battent pas, puis ils jouent avec un protecteur facial complet, puis ils arrivent dans la Ligue nationale, puis ils sont capables de jouer. Donc, à un moment donné, il faut évoluer, puis ce sont des joueurs... ce sont des gars qui doivent aller à l'école le lendemain. T'as pas besoin de... T'as pas besoin de permettre les bagarres. Il y a une disparité d'âge, tu sais, 21 ans contre 16 ou 17. C'est le genre d'affaires, là, un peu comme la cigarette au restaurant ou quand... il devrait avoir un consensus. Non, mais où ils vendaient des cigarettes à la pharmacie. C'est le genre d'affaires que dans 10 ans, on va faire... Peux-tu croire qu'à une certaine époque, il y avait de la bataille dans le hockey junior? C'est exactement ce genre d'affaire-là. Ouais. Ben, souhaitons-le, honnêtement. Puis, c'est peut-être Jonathan Kovacevic qui a le mieux résumé ça hier en disant qu'il y a quelque chose de profondément malsain ou de très malaisant de voir des messieurs de 50 ans encourager un gars de 19 à tabasser un autre de 17. Là, comme société, je pense qu'on est rendu ailleurs. Puis la plus mauvaise excuse qu'on a entendue depuis plusieurs années, c'était... Voyons, on n'a pas de problème de bagarre parce qu'elles sont en baisse. En 1993-94, c'était 2,4 bagarres par match dans le hockey junior. Puis là, en 2008, quand il y avait eu le fameux scandale de violence entre... avec Patrick Roy. Oui, Patrick Roy. Bobby Nadeau. Entre Chicoutimi et Québec. Il y avait eu beaucoup de pression politique. Il y avait un rapport qui avait... Mme Courchaine avait essayé de faire abolir les bagarres à ce moment-là. Oui, puis il y a Daniel Sauvageau avec un autre... avec une autre personne, avait fait un rapport recommandant qu'on donne 10 minutes de pénalité supplémentaire à ceux qui se battaient. Puis M. Courtois, à l'époque, avait dit non, on n'a pas de problème de bagarre dans la Ligue junior majeure. On avait 2,4 avant, puis là, on est tombé à 0,9 par match. Donc, c'est pas un problème, mais c'était quand même... pas loin de 500, c'était pas loin de 570 combats par année, pareil. Quand tu dis 0,9, ça n'a pas l'air beaucoup. Mais quand tu regardes combien de matchs, ça fait beaucoup de combats. Et là ça a descendu graduellement au fil des ans. Puis là, les gens disent, ben là, on est rendu à 0,14 combats par match. On a plus, c'est plus un problème. Mais c'est quand même 80 combats. 90 combats inutiles. Et dans ma chronique hier, je parlais d'un combat qui est arrivé cette saison. Premier match de la saison des Voltigeurs de Drummondville à domicile contre les Tigres de Victoriaville. Et il y a un joueur, Lane Hinkley, qui a jeté les gants avec Igor Bouranomoy des Tigres de Victoriaville. Et il lui a infligé un knock-out dès le premier coup. Le joueur des Tigres est tombé inerte sur la patinoire et c'était clair pour tout le monde dans l'aréna qu'il venait de se passer quelque chose de grave. Le soigneur des Tigres n'a pas attendu que l'arbitre dise « Viens-t'en ». Il a sauté directement sur la patinoire pour aller porter secours aux joueurs. Et il y a un dirigeant d'équipe qui m'a dit « On pensait que c'était
très, très Ça, grave c'est et que ça allait ouais. faire le méga scandale et que c'était terminé, les bagarres. Mais, heureusement, le joueur s'est relevé, il était coupé au visage. On l'a accompagné au vestiaire. Il a manqué quelques matchs parce qu'il a subi une commotion cérébrale. Bon, c'est correct. Finalement, c'est correct. Mais Ils peuvent se battre. tout a continué normalement, mais si tu les permets, les bagarres, qu'il y en a 80-90 par année, il y a quand même un risque. Et je le répète, tu as des mineurs parmi ça qui jouent avec des majeurs. Ce sont tous des étudiants qui doivent retourner à l'école le lendemain, puis tu en as 1% qui vont jouer dans la Ligue nationale. C'est pas nécessaire. Et le fait de se battre ne leur permettra pas davantage d'aller leur donnera pas plus de chances d'aller dans la Ligue nationale de hockey. Donc, il faut juste évoluer. Là. Ah, mais ça me réchauffe le cœur, ça, parce que ça fait plusieurs semaines qu'on appuie sur le méchant. Ça, c'est quand même une bonne... c'est une bonne nouvelle, oui. On a traité bon, beaucoup ça. de... Puis c'est correct, là, je pense qu'il faut ouvrir les fenêtres au ouais. hockey professionnel, au hockey puis junior, les portes, puis il faut aérer, puis c'est correct de ouais. passer le balai, puis de dépoussiérer tout ça. Puis Martin a fait un grand travail, puis on a tous contribué à notre manière après, en essayant de faire sortir les témoignages et tout, mais c'est bien, sauf que des fois, effectivement, ça devient... c'est le fun de pouvoir parler d'autres choses c'est après. correct, il faut que le méchant sorte. Et il y a des gens très progressistes dans la Ligue de hockey junior majeur du Québec. C'est pour ça que je disais tantôt que le poste de commissaire n'est pas facile. Il y a 3 ans, il y avait eu un vote sur cette question-là, puis c'était 10 équipes sur 18 étaient en faveur de l'abolition des bagarres, mais ça prenait la majorité requise, c'était 12 sur 18. Okay. Puis tu avais les 2 tiers des équipes du Québec qui voulaient abolir les bagarres, puis tu avais les 2 tiers des équipes des Maritimes qui voulaient les garder. Et c'est ça qui a fait la différence dans le vote. Et comme c'est arrivé souvent dans l'histoire de la Ligue junior majeure du Québec, c'est en période de crise que là, soudainement, on dit « OK, on va faire des améliorations, on va corriger les choses, on va progresser. » Alors, c'est dommage que ça arrive dans ce contexte-là, mais c'est un grand, grand progrès. Alors, il faut le souligner. Ouais. Bon, une note positive. Conclure sur une note positive. Ah, ça me rend heureux. Ça te réchauffe le Êtes-vous cœur. heureux? On est toujours positif au balado, non? C'est rare. On est positif. Oui. Non, mais je faisais référence à... On a souvent gardé les sujets les plus difficiles pour la fin. Oui. Alors, on a souvent conclu sur des affaires... des affaires épeurantes. Oui. Disons-le, oui. Disons ça comme ça. Qu'est-ce que vous allez manger pour dîner? Avez-vous... Je sais pas, une poutine de la poule mouillée. Alexandre Gascon, je rappelle que tu es notre journaliste affecté aux affaires du Canadien et de la LNH. Merci beaucoup. Merci. Merci à vous, messieurs. C'était un plaisir de vous retrouver. J'ai l'impression que c'est comme des retrouvailles. J'étais absent un peu, il y a la maladie, il y a eu bien des affaires. Là, tu vas être là la semaine prochaine. Là, aujourd'hui, c'est le collègue du Mont-de-Charge qui nous a manqué un peu. Je pense qu'il Mais lui, n'est pas intervenu. Ça se peut qu'en tout cas. Ça? Il est peut-être attaché dans un... ça va prendre dans un raccoon. Peut-être un truc du genre. Martin Leclerc, je rappelle que tu es notre chroniqueur principal au service des sports. Merci infiniment. Toujours un plaisir. Un gros merci à DJ Souli aux plaques tournantes aujourd'hui et Jacques-Alexis Bernardin à la production de cet épisode. Je m'appelle Alexandre Coupal. Passez une bonne semaine. Sur tous les terrains et sur tous vos appareils, Radio-Canada Sport.